Les fans sont l'essence même du MMA. C'est nous qui regardons les événements, nous qui payons nos tickets, et sans nous, il n'y a tout simplement pas de sport. Mais comme dans beaucoup d'autres disciplines, les fans ont tendance à agir collectivement et à se diriger dans certaines directions, parfois pour le meilleur, mais quand même souvent pour le pire. Il y a des fanbases bien partagées bien sûr, mais il arrive par moments que le public se retourne unanimement vers un combattant ou presque et décide un peu de s'allier contre lui. Du point de vue de la masse, cela est toujours plus ou moins justifié, mais en réalité, il ne faut souvent qu'une toute petite braise pour que le feu ne prenne. C'est exceptionnellement difficile pour un combattant de regagner les faveurs du public, et dans bien des cas, c'est un processus très cruel qui enferme des athlètes dans des cases sans qu'il ne soit impossible pour eux d'en sortir. Un exemple bien actuel est celui de Magomed Ankalaev par exemple, qui combat ce week-end pour la ceinture, et c'est un petit peu vu catalogué dans la catégorie des combattants ennuyeux alors même que plus de la moitié de ses victoires à l'UFC sont intervenues par finish. Et s'il venait à battre un favori de la foule comme Alex Pereira, qui sait les proportions que cela pourrait prendre. En toute sincérité, l'opinion est très simple à guider en la matière. Tout ce qu'il faut généralement, c'est une mauvaise performance ou un commentaire de Dana White, et le reste se passe un petit peu tout seul. Certains narratifs sont justifiés bien sûr, mais parfois, les fans poussent le bouchon un petit peu trop loin, et les proportions que certaines affaires prennent sont tout simplement démesurées. Vous êtes sur la chaîne des Journeymen, et voilà 10 combattants avec lesquels les fans ont été injustes. Numéro 10, Leon Edwards. Leon Edwards a succombé à un mal qui a atteint plusieurs combattants sur cette liste. Les fans le trouvaient tout simplement chiant à mourir. Il est assez difficile d'obtenir le soutien du public avec le style de combat du poids welter anglais, et il n'est pas aidé par le fait qu'il n'est pas bien bavard non plus. Rocky se concentre sur le combat et uniquement sur le combat, mais au sommet d'une division qui comprend Jorge Masvidal et Colby Covington comme challenger, il a dû rapidement se résoudre à accepter que ça n'allait pas être suffisant. Il lui aura fallu 10 combats sans défaite et une division complètement lavée par Kamaru Usman pour enfin obtenir sa chance à la ceinture. Les fans n'étaient pas derrière lui pour le dire poliment, et même en Angleterre, il a longtemps souffert de sa rivalité avec Darren Till. Les fans ont même hué Leon Edwards à Londres alors qu'il affrontait Gunnar Nelson, ce qui en dit long. Généralement, même un combattant haï bénéficie d'une grâce lorsqu'il combat chez lui, mais même ça, c'était un petit peu trop demandé pour Edwards. Une situation qui ne s'est pas arrangée lorsqu'il a eu une confrontation avec Jorge Masvidal en backstage, qui était déjà on ne peut plus populaire que lui. Leon n'est pas un combattant très divertissant, il n'est pas très doué pour se promouvoir, ou il en manque l'intérêt du moins, mais c'est toujours fascinant de voir à quel point un combattant un petit peu ennuyeux tombe presque toujours sous les coups de la foule, qui est pourtant capable de pardonner bien pire à d'autres. Leon a marché contre tout le monde, les fans et la promotion, et il a offert au public un moment suspendu dans le temps pour devenir champion à l'UFC 278. Cette victoire et son discours lui ont attiré la sympathie du public, mais c'était quand même très temporaire. Maintenant qu'il n'a plus la ceinture, il semble un petit peu retomber dans l'oubli le plus total, et c'est extrêmement injuste pour un athlète de son calibre. Numéro 9, Brendan Schaub. Je précise que je parle uniquement de Brendan Schaub, le combattant ici. De ce que j'ai cru comprendre en lisant des trucs à droite et à gauche, beaucoup de personnes ont un avis très tranché sur Brendan à ce jour, qui est souvent lié à son stand-up et à des multiples positions publiques un peu douteuses. Mais lorsqu'il a quitté le MMA, il n'était déjà pas exactement apprécié par les fans non plus. Brendan n'a jamais été un très bon combattant, c'était un poids lourd du milieu de tableau comme on en fait beaucoup, et il est passé assez inaperçu pendant ses premières années professionnelles. C'est à l'UFC 128 que les choses ont commencé à se décanter pour lui. Lors de son combat contre Mirko Cro Cop, un point lui est retiré dans le second round pour des coups répétés à l'arrière du crâne, et il a mis KO la légende croate dans le troisième round. Généralement, un succès aussi majeur propulse la carrière d'un combattant, mais plusieurs narratifs se sont entremêlés ce soir-là. Déjà, c'était la première défaite de Cro Cop contre un adversaire aussi médiocre. Mirko avait déjà perdu plusieurs fois, mais Brendan n'était pas du calibre de ses opposants habituels, et il était perçu par beaucoup comme un combat de relance pour lui. Ensuite, le coup à l'arrière de la tête a bien sûr réveillé les ardeurs du public, déjà très frustré de la façon dont s'était fini le combat. Et enfin, une interview faite avant le combat avec Ariel Helwani a ressurgi juste après l'affrontement, dans laquelle Brendan se montre très irrespectueux envers Mirko Cro Cop, ce qui a ponctué toute la situation d'un peu de piment supplémentaire. Les fans ont collectivement décidé de se retourner contre lui ce soir-là, créant même un forum dédié à l'insulter et décortiquant chaque aspect de sa vie pour essayer de l'enfoncer un peu plus. Cette relation a été alimentée par Brendan au fil des années, par ses réactions, par sa tendance à demander à combattre des poids lourds vieillissant et par la facilité avec laquelle il parlait en mal d'autres combattants. Tout ça a nourri le feu bien sûr, mais quand on remonte à la source du problème, c'est difficile de voir autre chose qu'une foule qui décide collectivement de sa prochaine cible d'une façon un petit peu injuste et arbitraire. Numéro 8, Aljamain Sterling.
Le soir de l'UFC 259, il semblait que jamais un combattant n'avait été autant haï que Aljamain Sterling. La raison était toute simple, Petr Yan a envoyé un genou illégal dans la tête du Funkmaster, qui a déclaré ne pas être en état de reprendre et a été déclaré vainqueur, donc champion par la même occasion. Immédiatement, les fans se sont empressés de traiter Sterling d'acteur et l'ont accusé de se servir d'un coup illégal pour s'extirper d'un combat qu'il était en train de perdre. Les fans adorent juger la bravoure des combattants professionnels et ils ont immédiatement fait la comparaison avec Anthony Smith, qui s'était retrouvé dans une situation similaire contre John Jones et avait accepté de reprendre les combats. Le public s'est lâché contre Sterling et ce dernier a un peu rajouté de l'huile sur le feu dans les semaines suivant l'affrontement, célébrant avec un petit peu trop d'enthousiasme aux yeux des fans, parce qu'il n'y a rien de plus horrible pour le public que de voir un homme heureux après avoir accompli son rêve. Les choses ne se sont pas arrangées lorsque Sterling s'est retiré de la revanche pour cause de complications au cou et qu'il a fallu attendre 6 mois de plus avant de le revoir dans l'octogone. Jamais un combattant russe n'a autant été soutenu sur le sol américain que lors de l'UFC 273 et contre toute attente, Aljamain a remporté ce combat. Loin de s'avouer vaincu, les fans ont ensuite dénigré son style de combat, puis il a affronté TJ Dillashaw qui était blessé donc ça ne comptait pas, puis Henry Cejudo qui revenait de sa retraite donc ça ne comptait pas, bref, toutes les excuses étaient bonnes pour dénigrer Sterling, alors que si on est honnête 30 secondes, il n'a absolument rien fait de mal. Certains seraient même tentés de dire que la faute devrait peut-être retomber sur le combattant qui a envoyé un coup illégal, mais après tout, qu'est-ce que j'en sais? Tout ça a été ridicule, Sterling a été un excellent champion et beaucoup de choses qu'on lui a reprochées sont tout simplement hors de son contrôle. Numéro 7, Belal Muhammad. Vous avez sûrement soufflé en entendant le nom de Belal Muhammad parce que, soyons honnêtes, c'est l'effet qu'il fait à la majorité des fans. Mais y a-t-il de vraies raisons de détester notre champion des poids welter? Spoiler, pas vraiment. Belal n'est pas un combattant très divertissant, c'est un fait, je n'ai rien à redire là-dessus, mais même si un style ennuyeux est suffisant pour ne pas porter d'intérêt à un combattant, de là à obtenir les réactions qu'obtient Belal, c'est un petit peu fort. Ce que beaucoup de fans critiquent chez lui, c'est sa personnalité et aussi sa tendance à se plaindre. Mais c'est là que j'aimerais pointer une légère forme d'hypocrisie chez les fans. Au fil des années, Belal a essayé de se battre pour obtenir de meilleures opportunités, qu'elles soient financières ou sportives. Il a été très vocal avec ses requêtes et ça a agacé le public, mais comment est-ce possible de vouloir de meilleures conditions pour les combattants et de chier à la gueule de ceux qui essayent de se battre pour améliorer leur propre sort? Surtout que tout ça est un petit peu guidé par le fait que Dana White ne soit pas un grand fan de son champion et qu'il essaye un peu de minimiser ses performances à chaque occasion qui sont présentes à lui. Je n'attendrai jamais des fans de s'enthousiasmer à outrance pour Belal Muhammad, mais ses prises de parole montrent qu'il a clairement l'intérêt des combattants à cœur et dans un milieu étrangement aussi lisse, je trouve ça surprenant qu'il soit aussi peu soutenu. Numéro 6, TJ Dillashaw. TJ Dillashaw a pris de l'EPO. Personne ne conteste ce fait et il a été justement sanctionné et banni du sport pendant 2 ans. C'est tout à fait naturel que beaucoup de fans aient pris TJ en grippe, le qualifiant même de CIO de l'EPO et remettant en cause la légitimité de sa carrière. Ce dont je veux parler ici, ce n'est pas du fait que TJ aurait dû conserver le respect des fans, parce qu'évidemment ce n'est pas le cas, c'est un tricheur, mais plutôt de la différence de traitement qu'il a reçu du public vis-à-vis de beaucoup de ses collègues qui se sont aussi fait prendre la main dans le sac. D'une certaine façon, et je vais grossir le trait volontairement, il a été un petit peu sacrifié aux fans et aux instances pour calmer quelques grondements qui commençaient à se faire sentir autour de la question du dopage à l'UFC. Loin de moi l'idée de minimiser ce qu'il a fait, mais au moins il l'a admis, ce qui est un moindre mal, je me rends compte, mais dans un milieu qui est miné par les affaires de dopage, avec autant d'athlètes qui sont tombés dans le désintérêt, voire même le pardon de la foule, il m'a toujours semblé un peu dur que Dillashaw soit le seul, ou presque, à qui une affaire de la sorte est un petit peu tout pris. Encore une fois, les fans ont un peu l'indignation sélective et on a presque l'impression qu'admettre est la pire chose que puisse faire un combattant. Je suis évidemment pour que les tricheurs soient bannis, même plus longtemps que ça s'il le faut, mais la propension qu'ont les fans à passer sous le tapis les sanctions quand ça les arrange est un peu dérangeante à mon goût. TJ Dillashaw a un peu pris pour tout le monde selon moi, et j'ai conscience que c'est un sujet délicat, mais si certains combattants ont droit de la clémence, ils devraient tous y avoir droit. Numéro 5, José Aldo. Aucun combattant n'a plus subi l'ère McGregor que José Aldo. Conor était un phénomène, son ascension est inégalée et il a ramené une attention toute nouvelle sur l'UFC. Tous ceux qui se sont trouvés sur sa route étaient du mauvais côté de la foule de fait, parce que le public était complètement acquis à la cause de l'Irlandais. Mais parmi tous les adversaires de Conor, José Aldo est sûrement celui qui en a le plus souffert. Conor et Aldo se sont embarqués dans une série de conférences de presse, au cours de laquelle le Notorious a ridiculisé José en continu. Le Brésilien a fini par se retirer du premier combat à cause d'une blessure à sa
sa côte, ce qui a été perçu par beaucoup de fans comme un signe de faiblesse mentale. Lorsque les deux hommes se sont retrouvés à l'UFC 194, José était au milieu d'un torrent médiatique qu'il n'a pas su gérer, et dans la cage, il s'est fait mettre KO en seulement 13 secondes par Conor, propulsant l'Irlandais dans la stratosphère et marquant définitivement la carrière de José. C'est à ce moment-là que les fans se sont scindés en deux et que l'irrespect pour la légende est apparu. Aldo avait défendu sa ceinture 7 fois, il a régné sur la division pendant près de 10 ans et voilà qu'il était moqué par une horde de fans qui avaient souvent découvert le sport il y a peu et il ne pouvait plus rien faire sans que ne soit fait mention de ce combat contre Conor. Je dois dire que cela s'est un petit peu tassé avec le temps, mais pendant quelques années c'était assez impressionnant à quel point cette simple défaite a suffi à certains fans pour remettre en cause une carrière absolument exceptionnelle de l'un des plus grands combattants de tous les temps. Numéro 4, Tito Ortiz. Tito Ortiz est un personnage qui a divisé les foules tout au long de sa carrière. Il était extrêmement arrogant, très mauvais perdant, et pour le dire avec beaucoup de politesse, il n'a pas toujours été le plus éloquent avec un micro entre les mains, ni le plus fin si on est sincère. Ses excuses après ses défaites sont devenues de plus en plus farfelues, et honnêtement, il a perdu le soutien qui lui restait petit à petit, prenant beaucoup trop de place pour un combattant qui était loin de ses meilleures heures. Ça n'a pas aidé qu'il se soit retrouvé face à beaucoup de favoris de la foule, et qu'il était si naturellement détestable que le rôle lui a un peu collé à la peau. Tout ça combiné a fait de lui une cible du public pendant des années, mais honnêtement, j'ai toujours trouvé que c'était simplement un mec un peu maladroit, qui était très vocal avec sa confiance en lui. Certes, c'était agaçant, mais c'est plus l'accumulation de ce même problème pendant plusieurs décennies qui a terni son image. Surtout, il faut le dire, sa confiance ne venait pas de nulle part, il a été le meilleur du monde, il a défendu sa ceinture et il a eu une très grande carrière. Avec le recul actuel, je me dis que ses excuses à répétition ressemblent plus à un homme qui essaye de se mentir à lui-même qu'à un homme vraiment orgueilleux. Comme beaucoup d'autres combattants, il a couru après un souvenir de lui pendant de longues années et il a été incapable de raccrocher à temps. Il était agaçant à certains égards bien sûr et il a pu me faire souffler par moments, mais au bout du compte, je trouve que les fans ont été durs avec lui. Il a joué son rôle jusqu'au bout, parfois sincèrement, parfois avec beaucoup de maladresse, mais lorsque le moment aurait dû être venu pour les fans de passer à autre chose, le public a eu la rancœur un petit peu trop tenace à mon goût. Numéro 3, Francis Ngannou. Le cas Francis Ngannou est une nouvelle démonstration que Dana White peut mentir autant qu'il le veut, les fans finiront toujours par lui faire confiance. D'une certaine façon, je tire mon chapeau au pouvoir marketing de Dana et je me sens à l'aise avec ça parce que tout s'est bien fini pour Ngannou, il faut le dire. Francis et l'UFC ont toujours eu une relation houleuse. Le Camerounais a toujours été critique de la considération que les combattants recevaient de la promotion et il ne s'est jamais caché pour le faire savoir. Je ne vais pas parler de la relation entre Dana et Francis, mais plutôt de la façon avec laquelle les fans ont réagi au fil des années. Lorsque Dana a prétendu que Francis était devenu arrogant après sa défaite contre Stipe, les fans l'ont cru. Lorsqu'il a déclaré que Francis n'était pas une bonne personne, les fans l'ont cru. Au même moment, Ngannou essayait de faire valoir ses droits et ceux des autres combattants, et l'UFC l'a fait passer pour le grand méchant loup. Je ne dis pas que Francis Ngannou était tout blanc dans cette histoire, mais les réactions étaient disproportionnées. Surtout lorsqu'il a obtenu sa libération de contrat, beaucoup de fans se sont moqués de lui, pointant ses faibles chiffres de pay-per-view et promettant qu'il ne trouverait jamais mieux que l'UFC. Je ne vais pas jouer le prophète, j'avais moi-même des doutes, mais Francis était trop vocal sur ce qu'il voulait pour les gens, il l'a toujours été, et d'une certaine façon, les fans avaient cette envie malsaine de le voir échouer. Heureusement pour Francis, il a prouvé que tout le monde avait tort en réussissant son pari, mais l'attitude de certains fans pendant son absence était très étrange pour ne pas dire autre chose. Numéro 2, Tyron Woodley. Le cas Tyron Woodley est étrange parce qu'il a évidemment une relation très houleuse avec Dana White, mais c'est la façon avec laquelle il a réagi à son traitement à l'époque qui a tendu son rapport avec le public. Dana White n'aime pas Tyron Woodley, il ne s'est jamais gêné pour le dire d'ailleurs, et c'est une nouvelle fois parce que c'est un combattant qui a toujours été très public avec ses requêtes et qu'il n'était visiblement pas très simple de travailler avec lui, dans ce que Dana White considère de pas très simple évidemment. Woodley est devenu champion alors que la promotion ne voulait pas vraiment de lui et il a commencé à vouloir un peu dicter sa volonté, qu'il s'agisse de ses futurs adversaires, de ses dates de combat, il a toujours très publiquement dit quand il n'était pas d'accord avec la façon dont la promotion faisait son travail. C'est la façon avec laquelle il adressait tout cela qui a dérangé les fans. Woodley s'est souvent positionné en victime et a souvent donné l'impression que le monde entier était contre lui. Une attitude un peu victimaire qui s'est aussi accompagnée d'accusations de racisme envers les fans de MMA, ce qui, quand on connaît le public de notre sport, est partiellement vrai quand même, mais qui a été perçu par beaucoup comme une tentative de gagner de la sympathie en capitalisant sur un problème bien présent. Chaque critique représentée à Woodley était sans cesse l'occasion d'une réponse musclée de Tyron, qui a selon moi montré beaucoup d'insécurité pendant son règne. Il a soulevé des problèmes bien existants, mais ce faisant, il a froissé une grande partie des fans, et l'injustice vient du fait que même s'il n'a pas toujours été un messager derrière lequel les gens avaient envie de se ranger, les points qu'il essayait de mettre en avant sur les situations des athlètes, sur le racisme ou le traitement préférentiel de certains combattants sont bien valides. Il a souvent eu l'air de faire la pêche à la sympathie, mais je pense qu'il était simplement maladroit, et le conflit ouvert qu'il avait à l'UFC ne lui
lui laissait pas une grosse marge de manœuvre si je suis honnête. Numéro 1, Daniel Cormier. Hollywood rêverait de comprendre comment Jon Jones a pu être autant soutenu par le public lors de ses combats contre Daniel Cormier et comment la foule a pu se ranger derrière Bones au vu des circonstances qui les entouraient. Je ne vais pas tout détailler ici, mais depuis le début de sa carrière, Jones a fait beaucoup de merde, beaucoup de choses qui auraient d'ailleurs dû complètement détourner le public de lui, mais à ce jour, il reste l'un des combattants les plus populaires du monde. Jon a eu un espèce de totem d'immunité tout au long de sa carrière, bien protégé par l'UFC bien sûr, et curieusement, ne pas affronter Thomas Spinal est peut-être ce qui a détourné le plus de fans de lui. C'est peut-être un signe qu'au fond, les fans n'en ont que faire de l'extra-sportif, ce qui est une position que je comprends même si je la partage pas, mais dans ce cas-là, comment est-ce que Daniel Cormier est devenu le méchant de l'histoire? Cormier est un père de famille, un ancien olympien, et même s'il est un peu emmerdant par moments, hormis le coup de la serviette à la pesée, j'ai du mal à voir ce qu'on pourrait bien lui reprocher. Surtout que certains fans lui ont même reproché de ne pas aimer Jones, mais sur un plan humain, ça me paraît difficile d'apprécier Jon Jones quand même, encore plus à l'époque. D'autant plus, et il faut le dire même si c'est malheureux, que Jon a percuté une femme enceinte en voiture en 2015, ce qui fait tristement écho au décès de la fille de Daniel Cormier dans un accident de voiture alors qu'elle n'était qu'un bébé. Daniel Cormier a même été traité de champion de substitut parce qu'il l'est devenu après la suspension de Jones, mais encore une fois, et alors, il n'allait pas refuser une opportunité ou demander à attendre un an de plus juste pour faire plaisir aux fans. Au bout du compte, j'ai le sentiment que Daniel Cormier n'aurait absolument rien pu faire pour conquérir le public à l'époque. L'ombre de Jones planait au-dessus de lui et il semblait qu'il n'y avait absolument rien d'assez horrible que Jon puisse faire pour détourner le public. À mes yeux, aucun combattant n'a jamais été traité aussi injustement par le fan que lui, surtout pour un combattant aussi exceptionnel. Voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Si ça vous a plu, abonnez-vous. On aurait pu parler de plein d'autres combattants. Cyril Gane en France, par exemple. Ça, c'est un beau volet auquel on a eu le droit pendant quelques temps et auquel on a encore le droit de temps en temps. Mais bref, voilà, n'hésitez pas à me donner d'autres exemples si vous en avez. Comme d'habitude, toujours ravi de vous lire. Et nous, on se reparle bientôt. Salut tout le monde.